Nous sommes le 4 mars 1815 à Paris. Ce jour-là, le corps du général Quesnel, porté disparu depuis 8 jours, est retrouvé mort dans la Seine, tué à coups de couteau. L'enquête démontre alors que le vol n'est pas le mobile du crime. Ce meurtre mystérieux fera grand bruit dans tout Paris, d'autant que l'enquête menée par la police ne permettra pas d'en découvrir les auteurs. 3 mois après cet événement, un inconnu est retrouvé mort à Lausanne où il séjournait depuis la même époque sous un nom d'emprunt. Il laisse alors un manuscrit dans lequel il détaille les circonstances de l'assassinat du général Quesnel. Il s'était lié avec le militaire dans les réunions de la franc-maçonnerie. Or à cette époque, une résolution fut prise dans les loges de renverser le gouvernement de Louis XVIII dans le but de ramener Bonaparte en France. Notre général, qui avait récemment prêté serment au roi, refuse de prendre part à ce projet et envisage de quitter la franc-maçonnerie. Il s'y rend cependant une dernière fois, malgré les demandes pressantes de son ami, qui savait sa mort déjà décidée et qui n'eut pas le courage de l'en informer. On tente alors un piège au général en le faisant monter dans une voiture accompagné de 3 frères, dont l'auteur du manuscrit. Ils sont armés de poignards. Avant leur départ, on leur fait prendre un peu de vin, pour leur donner du courage. L'ami du général, trop ému, ne peut en boire. On le force quand même à prendre un verre de limonade, qu'il rejette, non sans en avoir avalé un peu. La voiture longe la Seine pendant un certain temps. Le général prend part à la conversation, croyant qu'on le ramène chez lui. Arrivé près du pont des Arts, ses compagnons se jettent sur lui, le criblent de coups de couteau et se débarrassent de son corps dans le fleuve. Ils s'en vont ensuite à pied, l'un seul, les 2 autres ensemble, dont l'ancien ami du général qui avait refusé de boire. Lorsqu'ils arrivent à destination, son compagnon se confie aussitôt à lui. « Nous avons tous les 3 été empoisonnés, lui dit-il. Ces crimes sont nécessaires à la sûreté de nos chefs. Nous ne sommes que des instruments. » Il expire quelques instants après. Le second tombe malade, mais s'en sort indemne. Il apprendra par la suite que le 3e complice est mort lui aussi, d'une apoplexie foudroyante à 2 pas de son domicile alors qu'il rentrait après le crime. Le rescapé quitte alors Paris à la hâte pour se cacher en Suisse sous un pseudonyme. C'est rongé par le remords qu'il mourra en y laissant ce témoignage. Nous sommes toujours au XIXe siècle. À cette époque, il s'est développé en France des œuvres de fraternité chrétienne portées par des ouvriers désireux d'aider ceux qui sont dans le besoin. En effet, le progrès rapide de l'industrialisation créera dans son sillon des conditions de vie difficiles pour cette classe ouvrière naissante. Mais c'est son origine qui nous intéresse ici. Un contremaître, influencé par de mauvaises lectures, avait en horreur la religion et ses représentants. Il faisait avec son beau-frère une propagande active et antichrétienne auprès des ouvriers qu'il dirigeait. Un jour, ce contremaître tombe gravement malade. Mais sa femme, déjà trop occupée par leurs enfants et son travail, ne peut plus lui donner les soins dont il a besoin. C'est donc une petite sœur de l'Assomption, religieuse dévouée à donner des soins gratuits à domicile, qui s'en charge. Le premier jour, elle dit au malade « Vous voyez, monsieur, l'habit que je porte. Vous ne trouverez pas étonnant que je m'agenouille et que je dise ma prière. »« Faites, lui répond l'homme d'un ton sec. Plus tard, la sœur, le voyant mieux disposé, lui demande s'il ne veut pas réciter la prière avec elle. Comme il ne refuse pas, elle commence tout haut le Notre Père, auquel il finit par se joindre. Peu à peu, le cœur de cet homme s'ouvre. Il voit ce qu'il y a de dévouement et de charité dans cette femme qui prend soin de lui, ne demandant rien en retour. Il comprend alors qu'on l'a trompé. Mais bientôt, sa mort approche. Il fait venir son beau-frère et lui dit « Tu vois, les soins dont ma famille et moi nous avons été l'objet, on a calomnié les prêtres et les religieuses qui sont en réalité nos vrais amis. Nous avons fait un mal considérable à nos ouvriers. Il faut le réparer. Je te demande comme dernière grâce de leur raconter ce dont tu as été témoin et de leur faire par tes exemples et tes discours autant de bien que nous leur avons fait de mal. » Et voici comment l'œuvre de la fraternité fut fondée par les ouvriers eux-mêmes, et cela par les bienfaits des petites sœurs de l'Assomption. Nous venons de voir ici à l'œuvre la fraternité maçonnique d'un côté et la fraternité chrétienne de l'autre. Que chacun fasse son choix, mais il n'y a que la fraternité chrétienne qui en mérite véritablement le nom.